La 2, mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. Aujourd'hui, nous recevons Raquel Garrido. Bonjour Raquel. Bonjour. Merci d'être là. Vous publiez chez Michel Lafon Manuel de guérilla médiatique, une insoumise au pays des médias. On va en parler dans un instant, mais d'abord, Thierry, le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est l'audience de Demain nous appartient, le feuilleton diffusé à 19h20 sur TF1 qui a fait 3,59 millions de téléspectateurs et 19% de part d'audience. C'est un record historique depuis le début de la création de la série. Et puis j'ai un deuxième petit chiffre, puisque Nicolas Canteloup était hier notre invité. Eh bien, c'est Canteloup a démarré avec 5,54 millions de téléspectateurs et 22,9% de part d'audience, ce qui est plutôt pas mal pour un début de saison. Eh ben, on est heureux pour lui. Eh bien, place à votre invité. Raquel Garrido, bonjour. Donc vous êtes toutes les semaines dans les Terriens du dimanche sur C8 et vous publiez un livre, Manuel de guérilla médiatique, on vient de le dire. Alors, au départ, vous êtes avocate, mais alors maintenant, vous êtes éditorialiste, polémiste, star de télévision, révolutionnaire infiltré dans les médias. C'est quoi votre job? J'ai beaucoup de chance, c'est qu'en tant qu'avocate, je peux faire tout le C'est ça. reste. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, le job de venir donner une opinion à la télévision n'est pas un métier réservé aux journalistes. Longtemps, c'était les journalistes qui, sur la base de leur enquête, sur la base de leur expérience, prenaient la plume comme éditorialistes et on avait le droit à des grandes controverses télévisuelles ou écrites entre éditorialistes. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que pour faire ça, c'est-à-dire pour finalement ne donner qu'une opinion tranchée sans forcément être sur l'enquête, sur l'identification de la vérité, sur la vérification, finalement, un avocat peut bien faire l'affaire, un écrivain, et on s'aperçoit que sur les grandes émissions de controverses, il y a de moins en moins de journalistes qui ont été remplacés par les éditorialistes dans un premier temps, et maintenant par tous les autres métiers, ce qui devrait les inquiéter. Au début du livre, vous dites à propos justement des journalistes, je décidais de ne parler à aucun journaliste tant il me menait une guerre totale. Alors j'avais envie de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? Parce que vous allez faire la promotion du livre, vous allez être confronté à des journalistes. Vos relations s'apaisent un peu ou c'est toujours la guerre totale? Eh ben on va voir Thierry Moreau, vu que je commence aujourd'hui. Avec nous et on en est très heureux. C'est très gentil, c'est très gentil. Non, je pense qu'il faut enterrer la hache de guerre parce que je pense qu'on a tous un intérêt en commun, c'est-à-dire nous les citoyens et vous les journalistes, c'est qu'il y ait un journalisme de qualité. Moi, en tant que citoyenne, j'ai besoin d'allumer la télé et que dans le poste, il y ait des personnes qui soient de bons journalistes pour pouvoir avoir accès à... C'est quoi un bon journaliste? Un bon journaliste, c'est quelqu'un qui a les moyens d'enquêter quand il a besoin de le faire, qui a la possibilité de dire non à des consignes trop autoritaires de la rédaction en chef qui va lui dire tu vas faire le énième article moutonnier sur tel sujet qui fait le buzz, tu vas mettre une titraille putaclic, tu vas... voilà. Vous pensez qu'aujourd'hui, le métier de journaliste, c'est plus ça et que maintenant on est obligé d'obéir aux ordres de nos rédactions et qu'on est plus libre? Je pense en effet à une époque, quand on était trop dans la précipitation, qu'on se faisait convoquer dans le bureau du rédac-chef pour des raisons déontologiques. Et aujourd'hui, je pense que c'est à peu près l'inverse. Si vous ne faites pas vos 10-15 articles dans la journée, vous risquez la porte. Alors évidemment, toutes les rédactions à Paris ne se valent pas. Vous avez 380 journalistes au monde. Et puis vous avez de l'autre côté du spectre des sites web qui sont animés par des algorithmes. Aujourd'hui, la page web du Point, par exemple, de Valeurs Vous expliquez Actuelles. dans votre livre Voilà. effectivement qu'il y a une agence qui sous-traite à un certain nombre de grands journaux la rédaction quasiment automatique d'un Exactement, ça s'appelle la délégation d'édition. Il y a une boîte qui s'appelle 6 Médias qui fait ça. Et vous avez des gens qui ne sont pas des journalistes, qui sont devant des écrans et qui toute la journée, au kilomètre, vous font des petites notules, des petits articles pour telle ou telle clientèle. Voilà, c'est un problème pour nous les citoyens parce qu'à un moment donné, où est le travail de vérification, où est le travail de contradiction, et nous on est tous allés à l'école, donc on a un certain socle de savoir, mais au quotidien pour être un vrai citoyen, c'est-à-dire pouvoir prendre des choix de consommation, des choix de vote, des choix de vie, de mode de vie, on a besoin que vous soyez heureux dans votre travail et que vous soyez correctement payé, que vous soyez pas en concurrence en permanence avec des éditorialistes qui occupent tout l'espace médiatique alors qu'en fait c'est pas eux qui sont sur le terrain, et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'avec la tribune que vous avez dans les Terriens, vous avez plus de pouvoir et d'influence que par exemple en étant une fois par semaine à la télé, que par exemple un député de la France Insoumise qui est à l'Assemblée et qui vote des lois? En termes d'influence et de pouvoir pour faire avancer cette cause qui est la vôtre et que vous avez défendue pendant des années. C'est un pouvoir analogue en l'occurrence parce qu'il s'agit d'un contre-pouvoir, c'est un pouvoir d'opposition par rapport à quoi? À la monarchie présidentielle. Nous sommes dans un régime, la monarchie présidentielle, qui concentre tous les pouvoirs sur la tête du président, et tous, autant qu'on est dans notre fonction dans la société, on est en contre-pouvoir par rapport à ça. Mais en réalité, un député d'opposition aujourd'hui, il n'a... En fait,
aucune chance de faire voter une loi, même, pas même un amendement. Donc, heureusement pour les députés insoumis, ils sont aussi un peu médiatiques, hein, parce que ce sont des bons clients, comme on dit, parce qu'ils savent justement utiliser la formule choc, rassembler les propos, identifier la controverse, ils le font très très bien, et c'est ça qui leur donne finalement un pouvoir supplémentaire qui est analogue un peu au mien, parce que moi, en définitive, j'ai poussé ça jusqu'au point de ne faire finalement que ça à la télévision dans mon émission Les Terriens du dimanche. Éric Zemmour était l'invité dans votre émission. Avec tout ce qui s'est passé depuis, est-ce que vous regrettez que Les Terriens lui aient donné la parole? Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent il ne faut plus donner la parole à Éric Zemmour? Je pense que le fait d'inviter Éric Zemmour doit poser des problèmes déontologiques à quiconque l'invite, c'est une évidence. Après, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais il me semble qu'inviter Éric Zemmour sur une émission qui est montée est plus simple qu'en direct. Parce qu'en direct, il faut pouvoir lui réagir sur le champ s'il dit une horreur. Tandis que quand c'est monté, ce qui était le cas, en tout cas la semaine dernière, quand il a eu ses propos absolument odieux, ils ont pu être coupés. Donc la problématique est un peu diverse. Mais en définitive, moi je ne suis pas pour la censure. Je pense que cette mouvance, l'extrême droite, fait 20%. Non pas des Français, parce qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes, des gens qui votent blanc, qui sont très loin de la politique, mais des électeurs, et qu'à partir de là, si on commence à faire une liste noire des gens qui ne sont plus invités, ça va jusqu'où? Marine Le Pen? Bon. Nous, tous les dimanches, avec Monia Cachemire, nous débattons avec Gilles-William Goldnadel. Gilles-William Goldnadel est une figure de cette mouvance. Bon, on l'a accepté. Et on sait qu'il y a quelque chose qui est à la fois une sorte de médiation, d'apaisement, mais on est obligé parce qu'on représente la société française. Moi, comme insoumise, je représente aussi un morceau de la société française, de ses opinions. Et il faut pouvoir combattre. Et souvent, on critique les clashs. Moi, je trouve que le clash pour le clash, ça sert à rien. Mais la controverse, oui, la controverse, ça aide à réfléchir. Alors à la fin du livre, vous écrivez « Je me serais bien vu continuer la politique et la télé en même temps ». Et vous dites que finalement, vous avez été obligé de choisir parce que, en gros, le CSA décomptait votre temps de parole du temps des Insoumis et que c'était dommageable pour les Insoumis. Oui. Mais vous voyez vraiment continuer à faire les deux? C'était possible d'être à la fois à la télévision, dans une émission d'infotainment, et puis être engagé politiquement sur le terrain? Comment c'est possible concrètement? Si ça avait été... Ouais, au début, dans ma tête, c'était simple, vu que moi, je suis une même personne. Vous voyez, c'est-à-dire j'ai pas changé d'avis parce que je suis à la télévision, aux Terriens du dimanche, mes opinions sont les mêmes. Non, mais d'un côté, vous êtes payé par un groupe que vous dénoncez d'ailleurs, de Grand Capital, de Bolloré, et de l'autre, vous êtes militant anticapitaliste, quelque part. Voilà, et alors le problème, il n'est pas chez moi, hein. La contradiction n'est pas chez moi. Il faut poser la question aux grands. Chez vous, quand vous êtes... Ah ben non, parce que moi, j'estime absolument logique que ma mouvance intellectuelle soit à la télévision. Ce qui est là où il y aurait une contradiction ou peut-être un questionnement, c'est du côté de ces grands oligarques du système médiatique. Pourquoi est-ce qu'ils invitent des insoumis? C'est à eux qu'il faut poser la question. Mais de mon point de vue, c'est une évidence démocratique qu'il faille nous inviter. C'est une évidence en ce qui me concerne en termes de travail sur les consciences. Moi aujourd'hui, ici je reviens à Elcide sur ce plateau que j'ai fréquenté matin, midi, soir, la nuit. Enfin, je veux dire, ça a été ma vie. Si je dormais ici, comme je dormais à BFM, comme je dormais à iTélé et CNews. Bon, on faisait les soirées électorales ensemble, notamment. Oui. Enfin, vous étiez sur les plateaux des invités. J'étais de ces personnes qu'on appelle, voilà, je le faisais absolument bénévolement. J'étais de ces personnes qu'on appelait à 10h du matin pour venir à midi, qu'on appelait à 13h pour venir à 15h, qu'on appelait à 18h pour venir à 22h, et auquel on passait un dernier petit coup de fil à minuit et demi pour faire enregistrer un son radio qui allait passer à 5h du matin. Et j'ai toujours dit oui. Bon, cette façon de faire de la politique, elle m'a premièrement rincée, parce qu'elle est absolument inhumaine. Il faut être quand même sur le terrain, sur la minute, le tweet, regarder ce qui se passe, il faut tout savoir. Et c'est ce que vivent toutes les personnes qui sont au quotidien sur les chaînes d'infos, hein, de Audrey Crespo-Mara aux petites mains qui sont derrière, la rédac. Tout le monde vit à ce rythme qui n'est pas humain, voilà, et qui, en définitive, ne s'adresse qu'à un certain public. C'est celui qui est très intéressé des questions politiques. Et pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est de sortir de ça. Moi, je ne veux pas parler qu'à, on va dire, 5 millions de personnes en France qui regardent les émissions politiques, les grands débats, qui vont voter tout le temps, qui votent tout le temps, qui votent à toutes les primaires. Ils sont allés voter Juppé contre Sarko, ils sont allés voter Hamon contre Valls. Dès qu'il y a une opinion à donner, ils sont là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tous les autres Français, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont loin, ceux qui votent blanc, ceux qui se défient de la politique, et ils sont plutôt devant les émissions d'infotainment, déjà, comme les Terriens du dimanche ou autres, et encore plus dans les émissions de divertissement ou le sport, par exemple.
Allez, vous restez avec nous, Raquel. On passe aux infos du jour, Thierry. Oui, d'abord, à l'occasion du budget 2019, on a appris que le gouvernement avait annoncé que la contribution de l'audiovisuel public, qui est en fait la redevance, que tout le monde appelle la redevance, n'augmentera pas l'année prochaine. Elle avait augmenté depuis 2010 régulièrement. Elle est à 139 €. On rappelle que cette taxe finance évidemment France Télévisions, Radio France, TV5 Monde, France 24 et l'INA, pas les chaînes privées comme LCI ou TF1. Il faut le rappeler parce que les gens font souvent la confusion. Cette contribution rapportera 3,2 milliards à l'État. C'est ce qui a rapporté l'année dernière. Vous avez une info sur la série Grey's Anatomy. Oui, c'est une annonce qui intervient alors que la saison 15 de la série va être diffusée dans 3 jours aux États-Unis. C'est au détour d'une interview qu'Hélène Pompeo, l'actrice principale, a déclaré qu'elle ne sera probablement pas dans la série au-delà de la 16e saison. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la saison qui sera bientôt tournée, sans doute sera la dernière. Le contrat de la plupart des acteurs s'arrête avec cette 16e saison qui sera diffusée début d'année prochaine ou fin d'année prochaine, ou début 2020. Donc il y aura encore quelques épisodes à savourer de manière inédite. À ne pas rater ce soir. À ne pas rater ce soir, dans le contexte actuel où on parle beaucoup des prénoms, d'origine, d'immigration, eh bien ce soir sur France 2, une série documentaire en 4 parties, 2 qui sont diffusées ce soir, qui racontent 150 ans d'immigration vers notre pays, du point de vue de ceux qui l'ont vécu. Anonyme ou célèbre, ça s'appelle Histoire au pluriel d'une nation au singulier. Vous pourrez voir des témoignages émouvants et des parcours étonnants de Michel Drucker et Yuri Dorkaev, Pascal Légitimus, Michel Simès, mais aussi beaucoup d'anonymes qui racontent qu'un quart de la population d'aujourd'hui a ses racines hors de France et que ces mélanges et ces apports qui font d'aujourd'hui la France ce qu'elle est aujourd'hui, et c'est un doc fort et citoyen. Un autre choix? L'hôpital à Fleur de Pau, c'est une plongée au cœur d'un établissement flambant neuf, celui de Gonesse dans le Val d'Oise. C'est sur France 5 à 20h50. Et pourtant, il y a 2500 salariés, c'est tout neuf. Et pourtant, on est au bord du gouffre. C'est assez flippant dans les témoignages. Je ne sais pas ce qu'en pense le docteur Gérald Kierzek, mais il dénonce en fait tout un système financiarisé qui aboutit à des aberrations humaines. C'est très très fort. Une logique productiviste de l'hôpital. Absolument. J'ai peur qu'on continue malheureusement dans cette mauvaise voie. Et le doc de ce soir est passionnant de ce point de vue. Merci à vous.